Dans un monde où l'exposition est devenue presque automatique, le fait de ne pas se montrer interpelle. Il y a aujourd'hui de nombreuses personnes présentes sur les réseaux sociaux, mais qui choisissent de ne rien publier ou presque rien. Elles observent, elles lisent, parfois elles regardent, mais ne transforment pas leur vie en vitrine. Ce comportement suscite souvent des interprétations rapides, timidité, retrait, manque de confiance, voire désintérêt pour les autres. Pourtant, lorsqu'on prend le temps d'écouter ces personnes, on découvre une réalité bien plus nuancée. Ce silence numérique n'est pas un vide, c'est souvent un espace intérieur protégé. Certaines personnes ont appris, parfois très tôt, que se montrer pouvait exposer à la critique, au rejet, à la comparaison. D'autres, au contraire, ont développé une sensibilité particulière à leur monde intérieur et ressentent le besoin de préserver leurs expériences, sans les transformer en images ou en récits publics. Ce n'est pas une fuite, c'est une manière différente d'habiter le monde. Le cerveau humain est profondément social depuis toujours, appartenir à un groupe conditionne la survie. Être vu, reconnu, accepté a longtemps été une question vitale. Aujourd'hui, les réseaux sociaux exploitent ce mécanisme ancien. Chaque interaction, chaque réaction, chaque signe d'approbation active les circuits de la récompense. Ce système n'est pas mauvais en soi, mais il devient problématique lorsqu'il prend le contrôle de l'estime de soi. Lorsqu'une personne publie et reçoit des réactions, son cerveau libère de la dopamine. Cette substance procure une sensation agréable, mais éphémère. Le problème, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une reconnaissance réelle et une validation numérique. Il réagit comme si chaque signe d'approbation confirmait sa valeur. À long terme, cela crée une dépendance subtile, une attente constante, parfois anxieuse, de reconnaissance extérieure. Certaines personnes, consciemment ou non, choisissent de se retirer de ce mécanisme. Elles cessent de publier, non pas parce qu'elles n'ont rien à montrer, mais parce qu'elles refusent de confier leur valeur à des chiffres. Elles sentent que leur équilibre psychique dépend d'autre chose, de la cohérence entre ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent, de la fidélité à leurs propres repères. Mais ce choix peut aussi avoir une autre origine. Il arrive que ne pas publier soit une manière de se protéger d'une peur plus profonde, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de confirmer une impression d'insuffisance déjà installée. Dans ces cas-là, le silence n'est pas un espace de liberté, mais un refuge fragile. Le comportement est le même intérieurement, l'expérience est totalement différente. C'est là que la question essentielle apparaît. Ce n'est pas le fait de publier ou non qui est déterminant, mais l'intention qui motive ce choix. Est-ce un acte de protection consciente ou une stratégie d'évitement? Est-ce une affirmation de soi ou un retrait dicté par la peur? Comprendre cela demande de s'arrêter un instant et d'observer ce qui se passe à l'intérieur, loin des écrans, car ce que l'on voit sur les réseaux n'est jamais la réalité complète. C'est une sélection, une mise en scène, une succession de moments choisis. Le cerveau, lui, compare cette version idéalisée à la vie réelle, avec ses hésitations, ses contradictions, ses fragilités. Cette comparaison permanente active le stress et crée un sentiment de menace sociale, comme si l'on risquait de perdre sa place dans le groupe. Certaines personnes sensibles à ce mécanisme préfèrent se retirer pour préserver leur équilibre émotionnel. Ce retrait, lorsqu'il est conscient, peut devenir une forme de résilience moderne. Une manière de dire « ma vie ne se mesure pas à sa visibilité ». Mes expériences ont de la valeur même lorsqu'elles ne sont vues par personne. Et ce positionnement, dans une culture qui pousse sans cesse à l'exposition, demande une solidité intérieure particulière. Lorsqu'une personne ouvre un réseau social et commence à faire défiler les contenus, son cerveau entre dans un état très particulier. Ce n'est pas un simple moment de détente, c'est un état d'alerte comparatif. Le cerveau observe, évalue, classe, compare. Il ne voit pas des images neutres, il interprète ce qu'il perçoit comme des signaux sociaux. Qui réussit, qui est aimé, qui est désirable, qui semble avoir une vie plus pleine. Même si l'on sait intellectuellement que ces images sont sélectionnées, filtrées, mises en scène, le cerveau émotionnel n'en tient pas compte. À chaque comparaison défavorable, le corps réagit, il libère du cortisol, l'hormone du stress. Ce mécanisme est ancien. Dans l'histoire de l'humanité, se sentir inférieur ou exclu du groupe représentait un danger réel. Aujourd'hui, ce danger n'existe plus sous la même forme, mais le corps réagit comme s'il était toujours présent. Le problème, c'est que cette activation se répète des dizaines de fois par jour. Le stress devient chronique, diffus, invisible, mais profondément épuisant. Certaines personnes sentent intuitivement que cette exposition permanente les fragilise. Elles remarquent une augmentation de l'anxiété, une fatigue mentale, une impression de ne jamais être à la hauteur. Ne pas publier devient alors une première tentative de protection, en ne s'exposant pas. Elles pensent réduire le risque de jugement. Mais si cette absence de publication s'accompagne d'une consommation excessive des contenus des autres, le mal persiste, voire s'aggrave. Dans ces situations, la personne ne se montre pas, mais elle continue à se comparer. Elle observe les réussites des autres tout en dévalorisant silencieusement sa propre vie. Elle finit par croire que ce qu'elle vit n'est pas suffisant, pas intéressant, pas digne d'être partagé. Ce glissement est dangereux,
car il installe une distorsion profonde de la réalité. La vie ordinaire, avec ses moments simples, ses liens discrets, ses plaisirs modestes, perd toute valeur face à des images spectaculaires. Ce que l'on oublie souvent, c'est que la plupart des expériences humaines importantes ne sont pas visibles. Le soutien apporté à un proche, la persévérance dans un travail difficile, les gestes quotidiens de solidarité. Les moments de présence authentique ne se traduisent pas en images attractives. Pourtant, ce sont précisément ces expériences qui construisent l'équilibre psychique et le sentiment de sens. Les personnes qui vont le mieux sur le plan émotionnel sont souvent celles qui ont appris à réguler leur exposition. Certaines continuent à utiliser les réseaux sociaux, mais de manière consciente et limitée. Elles savent que ce qu'elles voient n'est pas une référence absolue. D'autres choisissent de réduire drastiquement leur consommation, voire de s'en éloigner complètement. Non pas par rejet du monde, mais pour préserver leur attention et leur stabilité intérieure. Car l'isolement le plus destructeur n'est pas l'isolement physique, c'est l'isolement émotionnel. On peut être entouré de milliers de contacts et se sentir profondément seul. Les relations numériques, lorsqu'elles remplacent les liens réels, ne nourrissent pas les besoins fondamentaux d'attachement et de reconnaissance. Elles donnent l'illusion de la connexion sans en offrir la profondeur. Souvent, à ce moment-là, apparaît une tension intérieure, une sensation de décalage entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent, entre l'image projetée et l'expérience vécue. Cette tension fatigue, use, fragilise. Certaines personnes choisissent alors de se retirer partiellement de l'espace numérique pour réduire cette dissonance. Elles cherchent moins à paraître, davantage à être. Ce mouvement n'est pas un retour en arrière, c'est une tentative de rééquilibrage, une manière de redonner à la vie réelle, incarnée, silencieuse, parfois, la place qu'elle mérite. Mais ce processus soulève une autre question essentielle. Que se passe-t-il lorsque l'identité numérique commence à prendre le pas sur l'identité réelle? C'est ce point qu'il faut maintenant explorer. À partir du moment où l'on publie régulièrement sur les réseaux sociaux, un phénomène discret mais puissant se met en place, peu à peu, une identité numérique se construit. Elle n'est pas fausse, on choisit les images où l'on explique le mieux, les moments où l'on semble heureux, les réussites que l'on souhaite mettre en avant. Sans s'en rendre compte, on fabrique un récit. Ce récit, avec le temps, peut devenir une sorte de personnage que l'on entretient. Le cerveau humain supporte mal les contradictions prolongées. Lorsqu'il existe un écart important entre ce personnage numérique et la réalité intime, une tension psychique apparaît. C'est ce qu'on appelle la dissonance. Elle se manifeste par une fatigue diffuse, une irritabilité, parfois une anxiété sans cause apparente. Maintenir une image demande de l'énergie. Il faut penser à ce que l'on montre, à ce que l'on cache, à la cohérence de l'ensemble. La spontanéité se réduit. Certaines personnes sentent ce poids très tôt, elles ressentent que plus elles publient, plus elles se sentent éloignées d'elles-mêmes, non pas parce qu'elles mentent, mais parce qu'elles simplifient leur existence pour la rendre montrable. Or, la vie humaine n'est pas simple. Elle est faite de contradictions, de doutes, de fragilités et de moments de retrait. Réduire cette complexité à une vitrine crée une perte de repères internes. Dans les entretiens cliniques, il est fréquent d'entendre cette phrase. « J'ai l'impression de vivre pour l'image et non pour l'expérience ». Ce sentiment apparaît lorsque le regard extérieur devient plus important que le vécu intérieur. On commence à penser, un moment en fonction de ce qu'il pourrait représenter ou de la manière dont il serait perçu, partagé, validé. Le présent se fragmente. Une partie de l'attention est toujours tournée vers l'extérieur. Les personnes qui choisissent de ne pas publier cherchent souvent à éviter cette dérive. Elles préfèrent que leur vie reste un espace vécu, avant d'être un espace observé. Elles ressentent le besoin de protéger une forme d'intimité psychique. Ce n'est pas un refus du lien, mais un refus de la mise en scène permanente. Elles veulent pouvoir être en désaccord avec elles-mêmes, traverser des périodes de doute sans avoir à les transformer en contenu. Ce choix peut aussi être lié à une sensibilité particulière, à l'authenticité. Certaines personnes perçoivent très finement quand elles commencent à se trahir. Elles ressentent une alerte intérieure dès que leurs actes ne sont plus alignés avec leurs valeurs. Pour elles, ne pas publier devient une manière de rester fidèles à ce qu'elles sont, même si cela les rend moins visibles. Mais il existe aussi un autre versant. Ne pas publier peut parfois masquer une peur profonde d'être vu, la peur de montrer ses failles, de se confronter au regard des autres, de risquer le rejet. Dans ces cas-là, le retrait protège, mais il enferme aussi. La personne évite la blessure potentielle, mais elle se prive aussi de certaines expériences relationnelles. C'est pourquoi il est essentiel de ne jamais interpréter ce comportement de manière uniforme. L'enjeu n'est pas la visibilité, mais la liberté intérieure. Publier ou ne pas publier n'a de sens que si le choix est libre. Lorsque l'on agit par peur, par besoin de reconnaissance ou par automatisme, la relation au réseau devient aliénante. Lorsqu'on agit en conscience, en accord avec ses besoins réels, elle peut rester neutre, voire parfois enrichissante. Ce questionnement conduit inévitablement à un autre thème fondamental, celui de l'attention. Car, au-delà de l'identité, ce que les réseaux sociaux capturent avant tout, c'est notre capacité à être présent. Et cette capacité est l'une des ressources les plus précieuses de l'équilibre psychique. L'attention est une ressource limitée, elle n'est pas infinie. Elle s'épuise, se fragmente, se disperse. Chaque fois que l'on ouvre une application, que l'on fait défiler des images,
Que l'on vérifie une réaction, une partie de cette ressource est consommée. Le problème n'est pas l'acte en lui-même, mais sa répétition constante. Le cerveau passe alors d'un stimulus à l'autre sans jamais s'arrêter, il reste en surface. Les plateformes sont conçues pour capter cette attention. Le défilement infini, le cerveau adore cela et reste en alerte dans l'attente du prochain signal. Mais cette vigilance permanente a un coût. Elle empêche la concentration profonde, la réflexion, l'élaboration émotionnelle. Peu à peu, on perd la capacité à rester longtemps avec une seule pensée, une seule sensation, une seule personne. Les personnes qui réduisent fortement leur présence numérique décrivent souvent le même phénomène. Elles ont l'impression que le temps ralentit, non pas parce que les journées sont plus longues, mais parce qu'elles sont plus pleines. L'attention, libérée de la dispersion, revient vers le présent. Les conversations deviennent plus riches, la lecture redevient possible sans interruption, les émotions peuvent être ressenties sans être immédiatement évitées. Ce changement n'est pas uniquement subjectif. Sur le plan neurobiologique, lorsque les stimulations incessantes diminuent, le cerveau retrouve sa capacité d'attention soutenue. Les circuits impliqués dans la réflexion, la créativité et l'empathie se renforcent, la vie intérieure reprend de l'espace. C'est souvent à ce moment-là que certaines personnes réalisent à quel point elles étaient fatiguées, sans en avoir conscience. Il arrive que les personnes disent ne rien faire de leur journée, et pourtant se sentir épuisées. En observant leur fonctionnement, on découvre des heures passées à consommer des contenus, à comparer, à juger, à réagir intérieurement. Même immobile, le cerveau travaille intensément, il traite des informations, génère des émotions, active des réponses de stress. Ce travail invisible épuise autant qu'un effort physique prolongé. Lorsque l'attention est constamment captée par l'extérieur, il devient difficile de se relier à soi-même. Les émotions inconfortables sont rapidement anesthésiées par la distraction. L'ennui devient insupportable. Or, l'ennui est un espace essentiel. C'est dans ces moments de vide apparent que la pensée s'organise, que le sens émerge, que les désirs profonds apparaissent. Ne pas publier, et parfois même réduire la consommation, permet de réhabiliter ces temps silencieux, ces moments où l'on n'est pas observé, où rien n'est attendu, où l'expérience existe pour elle-même. Un lever de soleil regardé sans être photographié, une discussion sans téléphone posée sur la table, un instant de solitude habité pleinement. Ces expériences laissent une trace durable, parce qu'elles sont vécues avec une attention entière. Ce rapport différent à l'attention transforme aussi la manière de vivre le temps. On n'est plus dans l'anticipation de ce qui sera montré, partagé et commenté, on est dans le vécu immédiat. Cette présence renforce le sentiment d'exister. Elle donne une densité à la vie qui ne dépend pas du regard extérieur. Mais derrière cette quête de présence se cache souvent une peur plus profonde, une peur ancienne, universelle, que les réseaux sociaux exploitent de manière subtile, la peur que notre vie n'ait pas de valeur si elle n'est pas vue, la peur de disparaître sans laisser de traces. C'est cette peur qu'il faut maintenant mettre en lumière. Derrière le besoin d'être vu, il y a une peur très ancienne, celle de l'oubli, la peur que notre existence n'ait pas de poids, pas de traces, pas de sens. Cette inquiétude traverse toutes les cultures. Coït et les séquences, faux. Pendant longtemps, elle était apaisée par les liens, par la transmission, par le fait de compter pour quelques personnes proches. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont transformé cette peur en exigence de visibilité. Exister semble être devenu synonyme d'être regardé. Le problème, c'est que cette visibilité ne nourrit pas réellement le besoin de sens. Elle le stimule, mais ne le satisfait pas. Plus on cherche à prouver que sa vie compte, plus on doute qu'elle en est réellement. La reconnaissance devient chiffrée, comparée, éphémère, ce qui devait rassurer finit par fragiliser. On confie à un système extérieur le pouvoir de dire si un moment était important ou non. Beaucoup de personnes réalisent, parfois tard, que les expériences les plus marquantes de leur vie sont celles qui n'ont jamais été montrées. Une conversation intime, un geste de soutien, un effort silencieux, une fidélité à ses valeurs dans l'ombre. Ces moments ne sont pas spectaculaires, ils ne suscitent pas l'admiration publique. Pourtant, ce sont eux qui construisent l'estime de soi et le sentiment d'avoir vécu une vie juste. Les personnes qui choisissent de ne pas publier protègent souvent cette dimension invisible. Elles refusent que la valeur de leur existence dépende d'une validation extérieure. Elles savent, parfois sans l'avoir formulé, que la vraie trace laissée dans le monde n'est pas toujours visible. Elles se logent dans l'impact discret que l'on a sur les autres, dans la manière dont on aime, dont on écoute, dont on agit au quotidien. Cela ne signifie pas que publier soit mauvais en soi. Tout dépend de la place que cela occupe dans la construction de l'estime personnelle. Lorsque l'estime de soi repose principalement sur le regard extérieur, elle devient instable. Chaque absence de réaction est vécue comme un rejet, chaque comparaison avive le doute. À l'inverse, lorsque l'estime de soi est ancrée dans des repères internes, les réactions extérieures perdent leur pouvoir de déstabilisation. Une estime de soi interne se construit lentement. Elle repose sur la cohérence entre et ce que l'on croit juste, sur la capacité à se respecter même lorsque personne n'applaudit, sur le sentiment d'être aligné avec soi-même.
Les personnes qui cultivent cette base intérieure peuvent publier ou ne pas publier sans que cela définisse leur valeur. Leur identité ne fluctue pas au rythme des réactions. Ce qui est réellement en jeu, au fond, n'est pas la présence ou l'absence sur les réseaux sociaux, c'est la liberté intérieure. La liberté d'exister sans se surveiller en permanence, la liberté de vivre des moments sans les transformer en preuves, la liberté d'être imparfait, contradictoire, discret. Lorsque cette liberté est préservée, les réseaux deviennent un outil parmi d'autres. Lorsqu'elle est perdue, ils deviennent un juge silencieux. Vivre pleinement implique d'accepter que tout ne soit pas visible, que tout ne laisse pas de traces numériques, que certaines expériences n'existent que dans la mémoire et dans le corps. Et cette impermanence n'est pas une perte, elle fait partie de la profondeur de l'existence. Ce qui compte réellement n'a pas besoin d'être montré pour être vrai. Au moment de faire le bilan, ce ne sont pas les images partagées qui donnent le sentiment d'avoir vécu, mais la qualité de la présence, la densité des liens, la fidélité à soi-même. Une vie qui a du sens n'est pas nécessairement une vie visible, c'est une vie ressentie, habitée, assumée. Et c'est souvent dans le silence, loin des écrans, que cette vérité devient la plus claire.